Bonjour à tous, donc je suis Gaëlle, j'accompagne Laurent et Marie-Lo que souvent vous voyez dans notre émission JobGuesser. Donc je vous présente l'émission d'aujourd'hui, c'est le 11e épisode et on va parler de gaming et de business. Donc parlons un peu d'argent dans un monde qui attire de plus en plus de monde. Donc comme toujours, je suis accompagnée de 3 jeunes qui sont avec nous. Donc je vous les présente tout de suite. Nous avons Hugo. Bonjour à tous. Donc Hugo, juste pour dire en quoi tu es. Je suis en licence information communication. Ok, licence super. 1. Ok. Damir. Bonjour. Tu es pareil, tu es en terminale, c'est Ouais, ça? j'ai 18 ans, je suis en terminale. Ok, super. Et Constance. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et donc toi tu es? Je suis en première. Ok, super. Et donc pour cette émission, on va être accompagné de 2 intervenants. Évidemment, je ne vais pas dire leur métier parce que c'est un peu le but de cette émission. Donc on aura ce soir Xavier Noël Kuhlmann qui est avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et Terence Figueiredo qui sera aussi avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc voilà l'idée de cette émission, vous devez connaître maintenant comment ça fonctionne. Nos 3 jeunes vont poser des questions à nos intervenants pour trouver leur métier et en savoir un peu plus sur le monde du gaming avec un aspect business associé. Donc si vous voulez commencer dès à présent, je crois que Hugo avait déjà pas mal de questions en tête. Est-ce que vous gérez une équipe entière? Est-ce que vous êtes un peu le chef d'une équipe? De combien de personnes si vous gérez une équipe? Donc Terence, Terence. voilà, si vous pouvez commencer, merci Terence. Oui, absolument. Alors du coup, est-ce que je dirige une équipe entière? Peut-être. Il faut tout de suite deviner le métier. Oui, je gère une équipe de... Je dois dire le nombre de personnes? Oui, vous pouvez. Environ entre 20 et 25 personnes à peu près. Okay. Très bien. Voilà. J'ai une question aussi. J'aimerais connaître votre parcours scolaire à chacun. Donc déjà, Terence va commencer et va nous expliquer comment il est arrivé au métier qu'on va devoir deviner. Alors, là, on va bien se marrer. Donc, le parcours scolaire, donc bon, classique, primaire, collège, lycée, sauf que collège, j'ai terminé le collège sans orientation. J'ai donc démarré en cherchant moi-même un lycée. J'ai d'abord commencé en agroalimentaire. Je n'ai pas poursuivi en agroalimentaire, je me suis dirigé vers la mécanique informatique. Et de la mécanique informatique, j'ai eu des péripéties. J'ai été exclu du système, mais diplômé, ce qui m'a permis de reprendre mes études et de quitter les études en mécanique informatique. Et quelques années plus tard, d'avoir repris mes études pour les métiers de l'informatique et du business. Voilà à peu près. Est-ce que Terence, on peut parler du mot à un moment donné de décrochage scolaire? On parle souvent de ce terme-là. Donc est-ce que vous considérez-vous comme ayant été à un moment donné décrocheur scolaire? Alors je me considère comme décrocheur scolaire car j'ai connu les 2 facettes potentielles de la déscolarisation, c'est-à-dire celle où le système se sépare de vous par les divers comportements, etc. C'est le système qui décide de se séparer de vous. Et j'ai aussi connu la déscolarisation par le fait que j'ai pris moi-même la décision de quitter l'école. Donc voilà, c'était ces 2 aspects-là, celle où on n'a pas le choix, et celle où on se retrouve à devoir prendre la décision de quitter. Donc voilà. Très bien. Et les études que vous avez reprises, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors les études que j'ai reprises, c'est c'était des formations à l'université qui m'a permis en fait de découvrir un petit peu les métiers qui gravitent autour de l'informatique, autour du numérique et autour du business et de la création. Voilà. Très bien. J'avais une question. Qu'est-ce que pour vous une journée type à peu près? Alors, une journée type là, du coup ça risque d'être quelque chose pour essayer de pas trop griller les cartouches tout de suite. Une journée type, c'est évidemment se lever, arriver au travail, bien vérifier, bien regarder que tout se déroule dans les meilleures conditions, que chaque personne soit à l'aise, fasse ce qu'il faut et que tout soit bien géré.
Et derrière, en fait, j'ai beaucoup de relations à avoir avec différentes personnes, j'ai beaucoup de coups de fil à passer, beaucoup de rendez-vous à prendre, beaucoup de déplacements à faire. Et ce sont des journées relativement longues qui démarrent à peu près à 8h, 8h30 du matin et qui terminent. Alors, il y a une coupure dans la journée parce qu'il faut que je cherche ma petite fille à l'école. Mais sinon, ça finit environ vers 20h, je dirais à peu près, les journées. Donc ouais, je commence à 8h du matin et je termine à 20h le soir. Et ça, c'est 4 à 5 jours par semaine. Est-ce que tu travailles à l'échelle nationale ou plus dans la région là où tu habites? Alors, ma zone principale, c'est là où je suis. C'est-à-dire que je suis situé en Alsace, c'est ma zone principale. Mais effectivement, je travaille au niveau national. Et moi, j'aimerais D'où savoir le si fait que j'ai des déplacements à faire. vous avez votre propre entreprise ou vous travaillez pour quelqu'un? J'ai ma propre entreprise. Ok. Pourquoi avoir choisi le domaine du gaming? C'était plus par passion ou par choix stratégique? Alors, je pense pas avoir choisi je pense pas avoir choisi le domaine du gaming. Je pense que c'est le gaming qui m'a choisi. Je pense que on va plutôt le voir comme ça. Parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, après, chacun a sa vision de l'éducation niveau parental, bien sûr, mais j'ai une manette dans les mains depuis que j'ai 3 ans. Voilà, donc en fait, je n'ai fait que ça depuis que je suis tout petit et automatiquement, ça s'est un petit peu répercuté sur moi, ma façon d'être, ma façon de vivre, mais surtout mon savoir-faire et mon expertise. Donc voilà. Est-ce que l'explosion de Twitch et de la nouvelle façon de voir du gaming, est-ce que ça a impacté ton entreprise? Alors, en réalité, non. En réalité, non, ça pourrait, étant donné que c'est des outils qu'on utilise, mais en fait, ça n'a pas impacté ma vision que j'ai eue pour cette entreprise, en fait, tout simplement parce que depuis que je suis tout jeune, j'ai une vision en réalité de ce type d'outils, c'est-à-dire qu'avant même qu'ils existent, on se les... Bon après, je parle aussi sous couvert de Xavier Noël, ce sont des choses qu'on a imaginées quand on était jeune, et du coup, ça nous a pas surpris. On pensait bien que c'était la suite logique, mais moi, en tout cas, ça m'a pas empêché et ça m'a pas fait forcément évoluer l'idée que j'avais de l'entreprise. Pas du tout. Ça a juste fait que confirmer que les idées étaient potentiellement bonnes. Voilà. Mais ça n'a pas basculé. Il n'y a pas eu de bascule par rapport à ça me concernant. J'aimerais savoir si vous collaborez à l'étranger ou vous travaillez que en France. Alors, j'ai des projets de collaboration à l'étranger, c'est-à-dire qu'en fait, je discute avec des entrepreneurs, des politiques à l'étranger pour un peu mettre des choses en place, faire du business, regarder ce qui est possible de faire, etc. Donc, bien sûr, ma zone principale, c'est le national. Ma zone de confort, c'est l'Alsace, mais oui, on a du travail à l'international et on a des choses en cours à l'international, tout à fait. Et est-ce que votre métier, il est que centré sur le gaming ou il peut être dans d'autres domaines avec le gaming, justement? Il est principalement concentré sur le gaming. Il peut être en jonction avec d'autres domaines. Il peut être en compétence aussi avec d'autres domaines, mais ça reste principalement du gaming. Est-ce que vous travaillez dans l'e-sport ou dans la création de jeux vidéo ou un autre domaine comme ça? Alors, je travaille dans l'e-sport et si je puis donner une précision, je travaille dans les sports cérébraux, sport intellectuel, mais en tout cas dans les sports cérébraux. L'e-sport comme vous, les pratiquants ou les jeunes ou ceux qui connaissent un petit peu le gaming utiliser ce terme-là. Nous, effectivement, on est dans l'e-sport, en fait, dans le sport cérébral. L'e-sport étant le sport électronique, on y voit souvent la pratique évidemment de jeux vidéo, ce qui est le cas, principalement pour l'activité. Mais nous, on parle bien sûr de sport cérébral étant donné qu'on y intègre tout ce qui est échecs, jeux d'échecs, jeux de cartes à jouer, etc. En plus
des jeux vidéo. Donc, voilà. Nous, on parle plus de sport cérébral, mais effectivement, c'est l'e-sport. Vous vous êtes lancé tout seul, vous étiez avec quelqu'un quand vous avez lancé votre propre entreprise? Alors, j'ai eu l'idée plus ou moins seul. Je ne me suis pas lancé seul. Je ne me suis pas lancé seul. J'ai été accompagné par une personne avec qui je suis actuellement associé. Donc non, je ne me suis pas lancé seul, mais j'ai eu le concept et les idées seules. Mais après, j'ai eu besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Peut-être que ça viendra dans les questions suivantes, mais voilà. Si je peux intervenir là-dessus, vous m'aviez un peu dit lors de la préparation de cette émission Oui. que vous aviez un incubateur de start-up justement là où vous aviez repris vos études. Est-ce qu'il y a un lien un peu de cause à effet? Il y a tout à fait un lien, n'est-ce pas? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand j'ai repris mes études, il s'est passé que c'était la première fois que dans mon CV, j'avais mis 95% du contenu de mon CV en parlant de ce que je faisais en dehors de la zone professionnelle, malgré le fait que j'avais déjà des activités professionnelles dans le secteur, c'était pas la question. Mais mon CV, en fait, c'était 95% de ma passion à côté et 5% de mon accompli. Voilà. Et c'est quelque chose qui a plu en fait au fondateur de la formation à l'université que j'ai repris quand j'ai repris les études. Et cette personne-là avait également un incubateur de start-up. Et en fait, l'idée, c'était de dire, OK, je te prends comme étudiant pour ma formation, mais de toute manière, je compte te faire intégrer l'incubateur de start-up, je compte te le faire intégrer. Donc en fait, moi, j'ai appris dans cette formation à faire tout ce qui pouvait me manquer par rapport à mon parcours scolaire. Et derrière, dans l'incubateur à start-up, quand je l'ai intégré, bien évidemment, après, ça s'est passé... voilà. L'incubateur à start-up m'a aidé à progresser et derrière à monter mes idées et à leur faire prendre vie. Voilà. Moi j'ai une question, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Juste par rapport à ça, que vous avez dit, vous montiez donc votre structure, vous êtes parti avec un budget de combien? Alors, je suis parti avec des clopinettes. Voilà, je suis parti avec un budget de zéro, avec beaucoup de confiance. Voilà, on va dire ça comme ça, beaucoup de confiance de la part de mes collaborateurs. Et donc ouais, je suis parti avec zéro et je suis parti avec un capital social de 2000 euros. Voilà, c'était mes économies. Et le retour sur investissement, là, le domaine où vous êtes, le retour sur investissement, est-ce qu'il est viable ou c'est assez compliqué? Ce que je peux dire, sans trop en révéler, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai un capital social de 650 000 euros. Ok. En combien de temps? Voilà. En 5 ans. Mais effectivement, après, bon, si je peux essayer de répondre à la question Oui. plus sérieusement, en fait, oui, après, disons que c'est le projet qui a de la valeur, c'est le projet qui est puissant, entre guillemets. Mais moi, à titre personnel, oui, je suis passé de revenus faibles, voilà, clairement, si c'est ça la question, je suis passé de revenus faibles à des revenus très, très bons. Voilà. Je ne vais pas dire décent parce que c'est quand même plus que décent, je vis bien. Après, s'il faut parler de chiffres, j'attendrai les prochaines questions s'il faut commencer à rentrer vraiment dans le chiffre précis, parce que j'ai un système de revenus, je gagne mes revenus de différentes manières, donc du coup, c'est voilà, pour essayer de bien comprendre les choses, il y a des activités qui me ramènent temps et temps, d'autres temps et temps. Voilà. Ok, ça va peut-être venir quand on saura un peu plus Je sur pense, votre métier. Ça marche. Damien, tu Moi, veux j'aimerais savoir si votre entreprise, elle a explosé d'un coup ou ça s'est fait petit à petit. C'est fait lentement mais sûrement. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y a quand même une explosion. Voilà, au démarrage, ça a pris tout de suite. Voilà, donc ça n'a pas explosé, mais ça a pris. Et en fait, d'année en année, c'est stable. En fait, ça s'est stabilisé tout en grimpant à chaque fois, un petit peu. Puis ensuite, il y a eu une bascule. C'est en 2019-2020, il s'est passé quelque chose, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai gagné tout de suite en puissance. Et depuis ce jour-là, ben, ça grimpe, mais comme dit, c'est lentement, mais sûrement. Ce qui est ce que je préfère. Ça marche. Je vais
essaye d'un peu plus guider pour essayer qu'on comprenne donc l'entreprise dans laquelle, pour laquelle Terence a cofondé cette entreprise. Est-ce que vous avez un peu une idée? Donc c'est lié au gaming. Qu'est-ce que vous pourriez penser qu'il fait comme... Est-ce que c'est pas un club d'échecs ou un club d'e-sport d'échecs ou etc. Est-ce que je peux répondre? Oui, là c'est parti pour les vrais. Alors, il faut savoir du coup que un club e-sport, c'était ma toute première idée. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place au bout de 7 ans du projet actuel, c'est-à-dire de mon métier actuel. Au bout de 7 ans, j'ai pu le mettre en place en supplément de ce que je fais actuellement. Mais effectivement, le club, c'était ma toute première idée au départ. Ok, donc c'est pas son nom, c'est pas... c'est-à-dire c'est un complément de ce qu'aujourd'hui Terence fait. Ok. J'aurais dit la même chose que lui, mais... Plus sur le club d'échecs, ok. Ouais. Est-ce que... Constance, une idée? Je sais pas... Est-ce que vous... Pardon, oui, vas-y. C'est pas la Ligue française d'échecs, de jeux d'échecs ou je sais pas? Non. Peut-être qu'on peut se dire, est-ce que vous avez été joueur professionnel, Terence, ou en tout cas, est-ce que vous en côtoyez ou côtoyé? Côtoie des joueurs professionnels. J'ai été joueur professionnel à un moment donné, donc c'est un parcours assez particulier, c'est qu'en fait j'ai commencé à le jeu vidéo tôt, j'ai commencé à faire de la compétition de jeux vidéo assez tôt. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure des jeux vidéo, je me suis spécialisé dans d'autres sports cérébraux, dont un jeu de cartes en particulier. Pour les jeunes, tout le monde peut-être, entre guillemets, doit connaître Yu-Gi-Oh! En tout cas, doit s'imaginer ce que c'est. En fait, sur Yu-Gi-Oh! J'ai commencé à gagner de l'argent et à vivre de ça. Voilà. Mais... Après, il faut voir un petit peu si vous arrivez à deviner ce que je fais. Peut-être que ça en est très éloigné finalement de Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas, oui, j'ai fait de la compétition de jeux vidéo, j'ai gagné de l'argent avec ça et j'en ai vécu. Tout à fait. Du coup, je dirais c'est la ligue de Yu-Gi-Oh! Non. Est-ce que... comment est-ce qu'on pourrait essayer de les aider? Est-ce que, en fait, le quotidien des personnes avec qui vous travaillez, donc vous avez une équipe à peu près de 25 personnes, c'est ça, vous disiez? Cette équipe-là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que finalement, on comprend que Terence donc, a sa propre société, donc manage une équipe de 25 personnes. Ces 25 personnes, elles font quelque chose. Est-ce que vous créez un jeu... Enfin, vous avez créé l'application mobile Yu-Gi-Oh! Non, pas du tout. Non. Est-ce que je peux poser une question, même si c'est... Oui. Si moi j'ai la réponse. Vas-y, je pense que tu as la réponse. Quelle est la tranche d'âge de l'équipe que vous côtoyez justement au quotidien? Donc j'ai une équipe qui varie entre... en général, c'est entre 22 et 30 ans. Voilà, c'est les personnes qui travaillent chez nous, elles ont entre 22 et 30 ans. Et allez, je donne un petit indice, elles s'occupent de personnes qui ont pour le club 12 et 16 ans et pour le reste entre 16 et 25 ans. Je vais essayer de montrer des visuels, on le fait souvent dans cette émission. J'ai 2 photos que je vais montrer à nos jeunes pour essayer de les inspirer, donc on va aussi les voir à l'écran. Donc les découvrir en même temps. Ouais, du coup, donc j'ai cette vidéo-là. Ok. Et la deuxième, ce serait plutôt celle-ci aussi. Alors nous on la voit pas. Elle va arriver sur l'écran, je pense. Je sais pas si vous la voyez. Oui, normalement. J'ai des yeux très puissants, je les reconnais en fait, je les reconnais de loin. Donc en fait on voit, voilà, on a vu soit des jeunes qui étaient un peu en session sportive avec un coach, ou alors qui étaient devant un écran effectivement de jeu. Qu'est-ce qu'on peut mélanger? C'est un centre de formation pour jouer à Yu-Gi-Oh! Pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! T'y es presque. T'y es presque. Je pense que le Yu-Gi-Oh! À la fin est peut-être presque pas C'était utile. de trop, effectivement. Ah ok, ok. Mais effectivement, ouais, en fait, c'est simple. Donc, je suis le fondateur des premiers centres de formation e-sport en France, voire même en Europe, voilà, avec Powerhouse Gaming et Powerhouse Gaming Academy. Et du coup, voilà. Et vous fermez quel jeu vidéo? Alors, on forme sur League of Legends, Valorant, Rocket League, Overwatch, Fortnite, Call of Duty, voilà, sur les disciplines, tout ce qui est, enfin, en gros, toutes les disciplines e-sport à scène e-sportive, voilà, on forme les joueurs professionnels de jeux vidéo à ces
à ces jeux-là, les futurs pépites, futurs joueurs professionnels, ainsi que l'obtention de diplômes dans les métiers du coaching et du business e-sportif. Voilà. Encore une question. Ouais. Est-ce que le ratio de personnes qui sortent diplômées de votre centre de formation, est-ce qu'ils arrivent facilement à trouver un métier dans cette branche, par exemple joueur ou coach ou je sais pas? Alors, oui, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a un beau taux de réussite et d'employabilité. Il y a aussi un beau taux de conversion en ce qui concerne les joueurs professionnels. C'est-à-dire que les joueurs avec des opportunités de contrat, etc., en ce qui concerne la partie pro, on est entre 3 et 10% à peu près, en sachant que dans le secteur e-sportif, on est à 0,00001 en termes de chance de conversion. Donc nous, on est entre 3 et 10, ce qui est énorme. Et après, ce qui concerne les métiers, j'ai pas les chiffres exacts, mais en général, les jeunes, ils trouvent du boulot après avoir fait le centre. Ils se vendent bien, ils ont ce qu'il faut entre les mains, en général, ça se passe bien. Okay. Est-ce que vous avez formé des gens qui sont connus maintenant? Tu connais la team BDS? Ouais. Non, moi, Voilà, tu connais un certain Mew Rocket League? Ouais. Si tu regardes, il vient chez moi. Ok. Trop bien. Par exemple. Je ne vais pas tous te les donner, mais voilà. Alors moi je vais reposer la petite question sur les revenus parce que vous nous l'avez tendu la perche, Terence. Donc maintenant. Malheureusement, j'aurais pas dû le dire ça. Eh oui. Mais c'est gaming et business. Donc Tout à fait. on va parler un peu d'argent. Non voilà, non c'était intéressant de comprendre maintenant qu'on sait ce que vous faites, juste voilà les petits les évolutions au niveau financièrement. Comment est-ce que vous arrivez avec le sponsoring, les contrats, vous parlez d'étrangers tout à l'heure, sans trop en dire peut-être, mais voilà, peut-être aussi ce qui s'est passé en 2019-2020, la fameuse avancée, juste pour clôturer votre présentation, ce serait top. Ouais. Alors, je parle à titre de l'entreprise puis à titre personnel, c'est ça? Ce serait top. Ok. Alors, au niveau de l'entreprise, donc effectivement, j'ai commencé une petite entreprise avec les moyens du bord, avec le peu d'économie qui me restait. Donc avec un capital social de 2 000 € et les premières années avec des chiffres d'affaires avoisinant les 150 000 €, ce qui est pas énorme en réalité pour faire tourner l'entreprise. Puis ensuite en 2019-2020, j'ai eu les premiers échanges et les premières discussions avec Ionis Education Group qui a voulu m'intégrer à leur groupe, qui est donc le plus grand groupe de formation privée en France. Et là, bien évidemment, c'est un tremplin pour PAG que je n'allais pas rater, bien évidemment, parce que c'était très important. Et l'idée de m'associer à un groupe tel que Ionis, quelque part, ça ne faisait pas que légitimer en fait mes actions et mon produit. Ça permettait aussi à mon produit de devenir très puissant d'un coup, c'est-à-dire de grimper d'un coup. C'est pour ça qu'avant, je parlais maintenant, effectivement, avec la nouvelle création de boîte, quand on s'est associé avec Ionis, on a... De toute façon, c'est visible, vous pouvez aller voir n'importe où sur société.com, etc. Le capital social est passé de 2 000 à 650 000. Donc, du coup, l'entreprise a tout de suite grimpé en valeur. Et moi, après, au niveau de mes revenus, alors c'est un peu particulier parce que, en fait, je me suis mis salarié de ma propre boîte. Donc, ça veut dire que je touche un revenu qui est fixe par l'entreprise, mais j'ai également des revenus à côté via d'autres activités que je donne. Je suis aussi conférencier, parfois j'enseigne des fois à la faculté, dans des écoles privées, etc. Enfin bref, je fais d'autres actions, je suis aussi dans le business, j'organise des événements, etc. Donc si vous voulez un chiffre précis, entre guillemets, dites-vous que en tant que salarié de ma boîte, je touche entre 2 500 et 3 000 € net par mois de ma boîte, et je touche à peu près le double de mes activités à côté, et selon les mois, parfois le triple. Okay. Donc voilà, je suis à peu près à ça par mois, mais au final, l'idée c'est de faire ce qui me plaît. C'est plus important, c'est de faire ce qui me plaît. Et je dis pas qu'attention, c'est extrêmement bien ce que je touche par mois. Je suis très content, je vis très bien, je suis très satisfait, bien évidemment. Très content d'avoir transformé ma passion en métier. Juste, le plus important, je pourrais gagner beaucoup moins, que ce serait pas un problème si je fais ce que j'aime. Ça marche. Merci Terence. J'ai une question du chat pour information. Parce que donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en live. Donc que deviennent les joueurs qui ne sont pas pros ou qui ne sont pas dans une équipe à la fin de la formation? Alors en fait, quand vous êtes étudiant à PSG, vous avez une formation
normalement, si vous suivez le cursus normal, vous avez une formation de 3 ans. La première année, elle est classique à tout le monde. La deuxième, c'est une année de renfort. Voilà. Et ensuite, vous avez une troisième année, soit une année en centre d'excellence. Donc, c'est là où vous travaillez en fait avec une agence de placement de talent. Donc là, c'est seulement pour les pépites qui ont été repérées lors des 2 premières années. Ou alors, vous êtes en 3e année de PAG, vous finissez votre Bac+3. En fait, on délivre un diplôme universitaire, Bac+3, business management et performance de l'e-sport. Donc, même pour ceux qui n'arrivent pas à devenir joueurs professionnels, s'ils réussissent leurs examens, etc., ils finissent diplômés et ils peuvent travailler dans le secteur de l'e-sport avec les diplômes nécessaires. Ça marche, ok. Bah, écoutez, merci Terence. Avec plaisir. Voilà, super. Bon, bah, bravo. Hein, félicitations, vous avez trouvé. Du coup, on va passer à vous, Xavier Noël. Donc, on recommence un peu le même process. Hein, vous avez compris. On repart un petit peu à zéro. Toujours dans le gaming et dans le business. Donc, qui veut commencer ? Bah, je veux bien. Oui, vas-y, Constance. Ma première question, ce serait quel a été votre cursus scolaire ? Alors, mon cursus scolaire, assez alambiqué, bon, le début assez classique, hein, voilà, primaire, collège, lycée, baccalauréat. J'ai d'abord fait des études en informatique. C'est là que ça a commencé, hein, de ça, c'est ce dont on parle. Et ensuite, j'ai un peu travaillé, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a conseillé de me réorienter vers d'autres métiers plus relationnels. Donc, j'ai fait une licence, on va dire, technico-commerciale, qui m'a permis de plus évoluer vers des métiers commerciaux. Voilà pour mes bagages. Vous avez fini vos études à quel âge ? J'avais 22-23 ans. Est-ce que vous dirigez une équipe et si oui, le nombre de personnes ? Alors, oui, le nombre peut varier, mais ça va se mesurer jusqu'à une centaine de personnes. Oula. Ok. Et du coup, pour vous aussi, le gaming, ça a toujours été une passion ou c'est venu un peu plus tard ? Non, c'est venu très très tôt, hein. Alors, je suis un peu plus âgé que mon compère, hein. Donc moi, quand j'étais jeune, c'était les Amstrad. Avant même la Nintendo, hein, je parle bien de la NES. Puis effectivement, la Game Boy, alors je suis un peu plus Nintendo, hein. Et puis le PC, hein. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de PC. Donc voilà, j'ai toujours aimé le gaming, ça m'a toujours appris beaucoup de choses, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Et voilà, le métier, effectivement, a été beaucoup influencé par cette passion. Vous avez votre propre entreprise vous aussi ou vous travaillez pour quelqu'un ? Alors là, on va plus parler de structure que d'entreprise, mais effectivement, dans le cadre de ce métier, on va dire, d'une certaine manière, j'ai ma propre structure, et je travaille pour quelqu'un dans le sens partenariat. On n'est jamais seul, en tout cas dans ce qu'on fait, sans donner trop d'indices, voilà. Donc un peu des deux. Il y a effectivement une structure, mais c'est pas une structure qui est toute seule. Donc vous êtes dans une structure e-sport ? Non. On peut pas dire que c'est une structure e-sport, non. Est-ce que vous mélangez gaming et un autre domaine ou si oui, lequel et... Alors, dans ce que je fais, effectivement, c'est pas forcément que gaming, ça peut être d'autres domaines. Alors, dire, si on parle du métier, ça peut être vraiment beaucoup d'autres domaines, hein. Pour le coup, ça peut avoir des domaines qui n'ont rien à voir. Moi, personnellement, c'est plus gaming et je dirais geek au sens large. Mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses très très différentes. J'aimerais savoir votre journée type de travail. Alors, elle va beaucoup dépendre de quand. Peut y avoir des journées qui clairement vont durer 24 heures sur 24 pour les plus intenses, et puis il va y avoir des périodes plus cool où il va pas se passer grand chose. Il y aura voilà, la journée type sans trop donner d'indices sur le métier. Ça va être beaucoup d'échanges. C'est des échanges qui peuvent être assez classiques, mail, téléphone, tout ça. Ça peut être à certains moments des échanges où on va se déplacer, par exemple dans des salons ou autres, voir des partenaires ou des gens avec qui on peut travailler. Voilà. Mais il n'y a pas une journée type. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est basée sur des échanges, des relations et de la gestion de projet. Est-ce que, Xavier Noël, on pourrait dire que tous ces échanges, justement, amèneraient à cette fameuse journée ou ces fameuses journées de 24 heures ?
C'est-à-dire, Tout à fait. voilà, en gros, je ne sais pas si ça vous donne une idée de vous dire qu'est-ce qui pourrait prendre 24 heures de travail. Alors, j'exagère un peu parce qu'on Oui, essaie de quand même. dormir et je pense qu'il y a certains cas où parfois les 24 heures étaient effectivement tout à fait justifiées. Est-ce que vous êtes en charge d'organiser des événements à l'échelle nationale? Effectivement, on fait dire ça à l'échelle nationale ou, ouais, ou même plus peut-être. Ok. Bon, on est pas mal. On est pas mal, là, Xavier Noël. Je crois on a commencé à pointer du doigt le métier. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais mis dans votre petit bandeau de présentation. Donc, je sais pas si vous pouvez en dire un petit peu plus, du coup. Donc on vend déjà toute la mèche. Bah, là, je pense que organisateur d'événements, pas mal. Donc, voilà. Effectivement, donc le métier à deviner est organisateur événementiel, hein, pour prendre le terme. Alors, à titre structure, c'était plus à titre associatif, même si j'aurais pu faire le choix d'en vivre. Et d'ailleurs, ça reste une petite idée dans le coin de la tête. Je le fais avant tout par passion. Et donc, en tant que président d'association, donc notamment, on a monté le Colmar Sport Show, hein, qui est le projet de référence, puisque c'était donc la deuxième plus grande LAN de France, donc juste derrière la Gamer Assembly, mais devant le Lyon eSport, parce qu'on a simplement connecté 650 PC en même temps. Donc voilà, là c'est vraiment les événements e-sport dont on parle, même si effectivement, je vous disais, ça peut être d'autres domaines d'activité, hein. Plus récemment, j'ai fait un salon sur la science-fiction. Là, je suis sur un salon thématique Pokémon qui aura lieu très bientôt, hein, dans 5 semaines. Donc voilà, j'aime bien organiser des événements dans ce qui me plaît, et donc effectivement dans tout ce qui touche au gaming et l'e-sport. Est-ce que vous avez des questions par rapport au fait à justement l'organisation de ce type d'événement? Comment ça se passe? J'imagine que vous devez trouver des partenaires qui sont OK avec les idées du gaming, etc. Comment ça se passe? Alors, il y a différents types de partenaires, hein. On peut parler de partenaires type sponsor, hein, des gens qui effectivement vont mettre des sous ou du matériel sur la table. Donc effectivement, faut que ce soit des gens qui aient un lien avec, hein. Ça peut être effectivement des marques de matériel de gaming. Ça peut être des gens qui ont besoin de travailler leur notoriété, hein, voilà. Par exemple, certaines banques, on met toujours un petit peu d'argent sur la table pour toucher les choses plus jeunes. Voilà, ça peut être en plus local, ça peut être le supermarché, ça peut être la chaîne de radio locale, ou parfois ça peut être des grands médias. On a travaillé souvent avec Énergie, par exemple. Donc, ça a des partenariats, on va dire, plus type sponsor ou qui vont nous apporter une visibilité forte. Après, partenariat, ça va être aussi des exposants. Pour que ces événements tiennent, on a aussi besoin de gens qui vont vendre ou du moins faire des choses sur place. Ça peut être des partenaires type animation, puisque quand on gère un projet type événement e-sport, il y a une partie technique qui est gérer la LAN, gérer la technique. Bon, ça on la gère en interne, mais certains font le choix de travailler avec des entreprises. Ça peut être la gestion de la scène, voilà, faire venir les personnes qui vont gérer la scène. D'un côté, sur le côté matériel, hein, faut avoir les écrans, faut avoir les PC, faut avoir les chaises gaming, plein de choses comme ça. Et puis aussi en termes de régie, hein, savoir gérer tout le planning, tout le suivi, faire venir les gens sur scène au bon moment, les équiper, s'assurer qu'on reçoit bien le son, qu'on reçoit bien l'image, que ça connecte, streamer tout ça en direct. Donc on va pouvoir travailler aussi avec des streamers, on va pouvoir travailler avec des ops. Enfin, il y a plein de métiers comme ça qui peuvent être faits. Voilà, ça peut être des partenariats d'autres associations, hein, qui vont aussi venir rajouter une valeur ajoutée à l'événement en montrant ce qu'ils font, leur passion, ou des événements, ça peut être des clubs gaming du coin qui vont aussi eux montrer via des petites animations, qui vont essayer avec le public de transmettre tout ça. Et nous, en tant qu'organisateurs événementiels, on doit vraiment avoir la vision globale de l'ensemble, de tous ces partenaires, de toutes ces composantes du salon, de l'événement qu'on va faire, pour s'assurer, un, qu'il y ait une cohérence globale, et deux, que tout le monde ait ce qu'il a besoin, hein, puisque forcément il y a des besoins techniques très pointus, il y a des gestions d'agenda à faire, des gestions de planning, hein, comme dit pendant l'événement, c'est très très intense, donc il faut s'assurer qu'on a les ressources nécessaires, que les gens savent ce qu'ils ont à faire. Donc tout ça, ça se prépare longtemps en avance pour que le jour J, il y ait le moins d'inconnus prévus. Il y a toujours des inconnus, hein, ça fait partie du charme et des dangers aussi de ce type d'événement, mais plus nous aurons anticipé, meilleure sera la qualité de l'événement. Et donc tout ça, ça prend combien de temps à peu près? Alors ça dépend toujours quel événement, hein. Si on veut se focaliser vraiment sur le côté e-sport et notamment les LAN, c'est minimum 6 mois. Et quand je dis minimum, en général, c'est d'une année sur l'autre. C'est-à-dire quand on finit l'événement, on prévoit déjà le suivant. Ok. Et le budget à peu près pour organiser un de vos gros événements LAN justement,
Alors là, c'est là que je tousse involontairement, ouais, quand même. Alors bon, les budgets gars, je peux pas vous les donner, mais on va prendre le projet de référence qui est effectivement le Colmar eSport Show. Bah, c'est à 6 chiffres. Et vous allez plutôt vers le haut des 6 chiffres que vers le bas. Ok. Voilà, parce qu'il y a effectivement énormément de prestataires à faire venir, hein. Des gens qui sont rémunérés, il y a énormément de com à faire, il y a ne serait-ce que la location des lieux, même le cash price, hein, qui lui est à 5 chiffres, bah, déjà ça, c'est un montant conséquent. Donc voilà, après, pour quand même un petit peu tempérer mes propos, hein, j'ai pas fait tout de suite un Colmar eSport Show, hein, j'avais commencé en 2004, à l'époque où je faisais mes études d'informatique, et nos premières LAN. Je me rappelle, quand on a créé l'association, avec les potes, on a chacun mis 200 balles sur la table et on a réussi à faire tourner un événement avec un fonds de roulement de moins de 2000 euros. Donc après, bien sûr, on a aussi compté sur les recettes qu'on a eues pour couvrir certains frais. Et puis c'était en 2004, donc bien sûr, les choses sont plus chères aujourd'hui. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction de l'ambition qu'on donne à l'événement, on peut adapter le budget. Et souvent, quand je parle d'événementiel, quand j'ai l'occasion d'en parler à des plus jeunes, justement, je leur explique que bah, il faut peut-être parfois mettre la barre du budget avant de mettre la barre du reste. Voilà. Enfin, c'est soit le budget qui conditionne le projet, soit c'est open bar, et là on peut imaginer beaucoup de choses. Mais c'est rarement open bar parce qu'il y a quand même une réalité business qui fait que bah, il faut très vite ajuster nos envies selon nos moyens. Vas-y. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'événementiel principalement? Alors c'est vraiment parti, comme dit la question tout à l'heure, du goût du gaming. Moi je me rappelle, avec les potes de lycée, on a gardé contact en faisant d'abord des LAN de garage. Et puis voilà, on se faisait plaisir, on se voyait toutes les vacances, on jouait, on se faisait des LAN de 2-3 jours chez les uns, chez les autres dans le garage. Un jour j'ai vu quelqu'un d'autre qui en faisait dans la région, plus grande LAN, alors j'ai plus grande, c'était même pas 100 personnes. Mais à l'époque, là je parle de 2002 ou 2003, ça avait l'air grand. Donc j'y suis allé en tant que joueur. J'ai trouvé ça sympa et je me suis dit, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Donc j'ai envoyé un mail à mes potes, avec qu'on se voyait souvent, en disant, si on faisait notre propre LAN, pour partager notre passion à d'autres et pour bah, justement voilà, avoir une communauté plus en sachant que c'était une période où il n'y avait pas Internet, enfin il y avait Internet, mais pas pour jouer en ligne. Et puis on s'est dit banco et c'est vraiment parti de là. Et en faisant, ben, j'ai pris vraiment goût à l'organisation d'événements. Alors au-delà de l'e-sport, hein, qui est bien sûr ce qui m'a animé initialement, j'ai vraiment pris goût à l'organisation de ce type d'événements, le fait de rassembler les gens, le fait de faire passer un week-end mémorable à des personnes. Et je me rappelle encore récemment, j'ai croisé une des premières équipes qui était venue à mes premières LAN en 2004, hein, que j'avais organisée, et qui m'ont dit, bah ouais, je vois encore machin de ma team, la team qu'on avait montée pour cet événement, donc ils se connaissaient pas avant mon événement, ils ont monté une team pour se retrouver en LAN, et les gens sont aujourd'hui meilleurs potes, témoins, parrains des familles des uns des autres, et ça c'est des choses qui moi me touchent beaucoup, et encore aujourd'hui, même si je fais de l'événementiel, pas que en e-sport, hein, je suis plus diversifié sur d'autres choses, ça c'est ça ce qui me motive, c'est tout le lien social que ça crée, c'est tous les souvenirs que ça crée chez les gens, et ça, c'est quelque chose qui, moi, me motive vraiment. Hugo, tu as une question, je crois. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Tout à fait. On a travaillé ensemble. C'était qui était venu vers l'autre? Je me rappelle plus. C'était toi, ouais. Mais j'avais entendu parler de toi. J'ai fait le premier pas. Voilà, tout simplement parce qu'effectivement, dans le cursus de la première année, et encore aujourd'hui, il y avait un aspect événementiel dans les cours. Et donc, moi, j'ai pu amener cette casquette aux étudiants de PAG. D'ailleurs, on a monté un circuit, les Power Gaming Series, qui était donc organisé avec les étudiants sous ma tutelle et avec mon association, hein, pour toute la partie technique. Et on a fait pendant quelques années ce circuit-là. Que des beaux souvenirs. Moi, je vais avoir la question toujours, moi j'aime bien me parler d'argent du coup. Vous parliez du fait que vous, là, c'est pas quelque chose que vous faites pour vivre, parce que vous avez votre autre travail à côté. Mais si vous l'aviez décidé autrement, qu'est-ce qu'on pourrait espérer d'un emploi justement dans l'organisation événementielle, e-sport, plus, un peu en termes de salaire, de se donner une idée? Alors pour échanger avec des gens entre eux, et j'ai aussi vérifié en suivant une étude de rémunération, bon, quand on commence, faut pas espérer très très haut, hein. Quand on a chargé d'événementiel junior, on n'a pas encore le réseau, on n'a pas encore la notoriété, donc en général on va travailler comme salarié d'une agence événementielle, et on va plutôt gagner dans les 25K € en débutant, à 25 000 € annuels bruts, donc grosso modo 2000 par mois.
Mais en seniorité, quand vous commencez à monter, vous faites votre propre projet, que vous arrivez vraiment à piloter l'ensemble et que vous avez des choses qui marchent, ça peut monter jusqu'à, là je cite les chiffres de l'étude, jusqu'à 45 000 euros annuels brut. Après, là où c'est intéressant, c'est si vous vous lancez à votre compte, que vous faites vos propres événements, ben là, après, c'est à vous, effectivement, de vous reverser vos salaires et vos primes en fonction des résultats de l'événement. Alors, bien sûr, c'est à double tranchant, parce que l'événementiel, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas forcément. Hein. Le Covid a donné beaucoup à un grand coup, hein, et notamment, moi, c'est là que j'ai fait une pause e-sport, tout simplement parce que les événements e-sport n'étaient plus possibles pendant le Covid. Voilà, c'est risqué. Mais on peut effectivement se mettre à son compte, faire de l'événementiel et si on réussit à attirer beaucoup de monde, à attirer beaucoup de partenaires, on peut espérer là des salaires beaucoup plus hauts et monter à du 60, 70, voire plus. Là encore, c'est du succès. Donc le cash, si vous arrivez d'ailleurs à vous le reverser, c'est possible. Mais c'est une prise de risque énorme. Donc là, il faut être. J'aimerais dire, il y a aussi une ambition familiale par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que, il faut se poser des questions par rapport à vos ambitions familiales, parce que quand vous êtes dans l'événementiel, plus vous en faites, plus vous travaillez les week-ends. Forcément, les gros événements ont lieu le week-end quand les gens ne travaillent pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire plutôt jeune. Ou alors si c'est ce qui nous passionne et qu'on n'a pas forcément d'ambition familiale particulièrement. Sinon, si c'est en tant que salarié, on va préférer le statut salarié et faire ça de manière sporadique en travaillant peut-être avec des partenaires pour le côté sur place. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme vous, donc organisateurs événementiels, pardon, et où c'est quelque chose qui émerge? Alors, ça reste quand même beaucoup associatif dans le sens où aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui en vivent. Ceux qui en vivent ne sont pas forcément dans l'e-sport. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des agences événementielles qui vont organiser des événements, par exemple, d'entreprise, mais qui seront plus du coup sur le côté team building, qui seront plus sur le côté, la petite réunion, le petit comité, et qui vont organiser leurs soirées, leur rassemblement. Par contre, il y a effectivement des boîtes qui sont dans l'organisation d'événements, qui vont faire des tours de France, c'est-à-dire ils ont un concept, par exemple, le plus courant, c'est les concepts un petit peu japanisation. Hein, voilà, on va faire un événement, le Japan Machin Show, dans telle ville, puis on va faire le même, on va faire un tour de France comme ça. Et là, là, il y a quelques sociétés. Hein. Il n'y en a pas non plus des milliers. Hein. Je dirais après, ça va se compter sur le doigt d'une main. Après, si on diversifie les différents domaines d'activité, oui, il y en aura beaucoup plus. Mais si on reste sur un domaine, il y en a très peu. C'est assez difficile d'en vivre, de par le côté incertain, surtout avec le Covid. Et puis, le fait que ça demande malgré tout beaucoup d'argent. Quoi. Mais si on parle vraiment de l'e-sport, hein, qui est quand même la raison de ma venue ce soir, aujourd'hui, je connais des sociétés qui sont plus dans tout ce qui est autour de l'événementiel, par exemple ceux qui vont faire l'animation scénique, toutes les régies finalement e-sport, là il y en a, mais par contre des organisateurs événementiels, vous regardez les plus grands événements e-sport, la plupart sont associatifs, hein. Prenons la Gamer Assembly, ça a toujours été, c'est toujours une association, même si derrière il y a des gens qui font graviter des sociétés et qui se rémunèrent dessus, l'événementiel en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup qui vivent de ça. Ok. Je vais prendre l'exemple de du Colmar Show. Est-ce que c'est international ou c'est national ce type d'événement? Alors, ça reste essentiellement national dans le sens où plus de 90% des joueurs devaient être effectivement français, mais on reçoit souvent des Belges, des Suisses, voire des Allemands. On avait eu des Polonais, je me rappelle, à la dernière, qui étaient venus. Là où c'est plus intéressant, c'est peut-être par rapport au public, puisque finalement, alors on a aussi la spécificité était c'est moi d'être d'Alsace, donc forcément on a la frontière suisse et allemande juste à côté, et quand on fait ce type d'événement, on peut aussi attirer, je pense, ce côté international de proximité. Ok. J'ai pas d'autres questions. Ouais, super. Si, moi j'ai une question. Est-ce que quand vous organisez donc les événements, vous êtes rentable directement ou ça prend du temps? Alors, pour l'instant, on touche du bois, j'ai rarement eu des événements pas rentables. Les plus gros sont souvent organisés avec des partenaires, ce que je disais au début sur la première question. Hein, donc, clairement, quand je vous ai dit, c'est des budgets à 6 chiffres. Mon association n'avait pas ces moyens-là. Donc, on a travaillé avec, pour ne pas les citer, Colmar Expo, qui est donc ceux qui gèrent le parc Expo de Colmar, hein, qui est probablement la plus grande salle en Alsace. Donc, c'est eux qui ont pris la partie risque financier. Et on va dire ils étaient pas loin de zéro dans les deux éditions. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais au final, alors la différence, c'est
décompte les salaires aussi. Ça faut aussi prendre en compte. On peut finalement dire qu'on est à zéro. Parfois, c'est une bonne nouvelle parce qu'entre-temps, on a payé les salaires de tout le monde et on a travaillé la notoriété de l'événement. On a développé la fréquentation des lieux, voilà, et puis on prépare l'avenir, puisqu'on va dire, mais là, je me mets du côté de ceux qui mettent à disposition des espaces. Eux, ils raisonnent aussi en termes de public. Aujourd'hui, quand vous organisez une foire, je sais pas, la foire à la saucisse, la foire à machin ou autre, vous visez un public qui n'est pas forcément un public qui est éternel. On sait que les jeunes aujourd'hui, et je pense que vous pourrez témoigner, vous cherchez pas le même contenu quand vous sortez que le cherchaient vos parents et vos grands-parents. Donc il y a aussi cette nécessité de se diversifier. Et nous, en tant qu'organisateurs, on amène cette possibilité à ces gens-là de dire, bah voilà, on vous propose de sortir un peu de vos sentiers battus, de préparer l'avenir. Alors ça reste un peu du bêta-test, dans le sens où finalement c'est assez nouveau. Hein, ce que je dis, ça fait 20 ans que je le fais, mais en 20 ans déjà ça a beaucoup évolué. Les événements à 20 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et ça va encore beaucoup évoluer avec le développement des technologies, avec le développement des jeux, avec le développement simplement des passions qui sont diverses et variées. Donc si on veut préparer l'avenir, il faut travailler avec des passionnés et des gens qui sont en capacité de faire cette organisation événementielle. Super. Moi, je vais avoir une dernière question pour tous les deux. Est-ce qu'il faut avoir un bagage, je pense par exemple à nos lycéens, est-ce qu'au lycée, il faut étudier telle ou telle matière et puis faire telle ou telle étude? Ou est-ce que travailler dans le gaming, c'est vraiment donné à tout le monde? À partir du moment où il y a quand même la passion, j'imagine. Est-ce qu'il faut être méga bon dans une matière dès maintenant, dès la première? Tu réponds, je réponds. Comme tu le sens, je peux démarrer et tu peux appuyer. On fait comme ça. En faisant court. Bien sûr, bien sûr. Non, je dirais que il n'y a pas de cursus particulier. Il y a des mœurs. C'est-à-dire que la plupart des gens qui s'orientent vers tout ce qui est jeux vidéo, etc., sont des gens qui aiment l'informatique, sont des gens qui aiment les maths, et ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on retrouvera beaucoup plus ce genre de compétences et de soft skills chez les jeunes. C'est comme ça l'e-sport. Après, je pense pas qu'on soit obligé d'avoir des études particulières. Il faut de l'envie, pas avoir peur de se casser des dents et ne jamais mettre les deux genoux à terre. Voilà, je dirais plutôt que c'est ça. Oui, je compléterai effectivement avec toi. Il n'y a pas besoin d'avoir une bonne note dans une matière. Par contre, je vais parler des soft skills. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le terme. C'est un petit peu ces capacités naturelles que vous pouvez avoir à vous adapter à ce type d'environnement, avoir déjà la curiosité d'y aller, le sens de l'initiative d'y aller, de faire des choses, de contacter, de ne pas avoir peur de poser des questions, même si on peut avoir la bête quand on débute. C'est de savoir travailler vos réseaux, et ça passe par le relationnel, pas besoin d'avoir une bonne note pour bien s'entendre avec des gens qui peuvent avoir plus ou moins d'influence sur d'autres gens et ainsi développer votre réseau. Donc tout part de l'envie. Vous aimez ce que vous faites, vous vous renseignez, vous creusez, et puis vous y allez, vous n'avez pas peur d'y aller, et après tout apparaît tout seul, et ensuite c'est l'expérience qui fera le reste. La vraie variable, c'est l'expérience. Voilà, la première variable, c'est effectivement l'envie, les soft skills qui vont avec, et ensuite c'est l'expérience. Quelqu'un qui est passionné, qui adore faire ça, au début il a besoin d'un coach, il a besoin d'être un peu piloté, et plus il fera, plus il sera autonome, et plus il sera en mesure de faire ses propres projets et de les faire réussir. Super. D'accord. Ouais, ça vous a plu? Vous avez eu des informations à vos questions? Chouette. Écoutez, l'émission se termine pour nous ce soir. Donc, c'était sur le gaming et le business. On va encore remercier donc Xavier Noël Kuhlmann et puis Terence Figueiredo qui nous ont permis en fait d'en savoir un peu plus sur leur métier, le business lié au gaming. Merci à tous les deux pour vous être rendus disponibles. Sincèrement. Et puis merci à nos trois jeunes, donc Hugo, Damir et Constance, qui nous ont posé pas mal de questions là ce soir. Donc merci, chouette, merci pour votre participation. Donc la semaine prochaine, ce sera également moi qui vous fera la future émission donc sur le thème du e-sport, parce qu'on est toujours sur cette phase un peu de gaming e-sport qui sur ces dernières semaines là, donc ce sera l'avant-dernière sur la thématique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour la semaine prochaine. Merci encore pour votre participation. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.